Ad litteram. Ad litteram. La Constitution expliquée à la lettre. Ad litteram. Par Amel Chehed. Avec le partenariat de l'Association tunisienne de droit constitutionnel. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'une nouvelle émission de Ad litteram. Bonjour Salsebil Klibi. Bonjour Amel. Je suis ravie de recevoir Madame Salsebil Klibi qui est enseignante de droit public, enseignante de droit constitutionnel plus précisément, pour aborder aujourd'hui Salsebil et en 3 épisodes les 3 articles 14, 15 et 16 de la Constitution tunisienne de 2014. Ma première question est la suivante. Quelle est la thématique générale ou la thématique commune entre ces 3 articles? Je rappelle 14, 15 et 16 de la Constitution. Alors, disons que dans l'absolu ou d'une manière générale, il s'agit de l'administration et plus particulièrement de l'administration de 3 points de vue. D'abord, les principes qui fondent l'organisation et l'action de l'administration. Ensuite, le déploiement territorial de l'administration, ce qu'on envisagera lorsqu'on parlera de la décentralisation. Ensuite, l'administration en tant qu'ensemble de services publics que l'État a en charge et qu'il doit offrir aux citoyens et citoyennes. Et 2 points de vue plus précis, alors l'organisation territoriale, comme je disais tout à l'heure, et la question du service public, et plus particulièrement, puisque nous envisagerons l'article 16, un service public bien particulier, celui de l'enseignement. On y reviendra. Commençons d'abord, Salsebil Klibi, par l'article 14. L'État s'engage à renforcer la décentralisation. Qu'appelle-t-on décentralisation? Alors peut-être si vous permettez Amel, une observation très générale à propos de l'article 14, qui concerne effectivement la décentralisation et auquel évidemment vous reviendrez peut-être plus tard. Évidemment, sur d'autres parties. Absolument, sur d'autres parties de la Constitution. Alors, il y a quelque chose de très intéressant dans cet article, c'est son emplacement dans la Constitution. Cet article est situé dans le chapitre 1er, qui concerne les principes généraux. Tout à fait. Or, nous avons tout un chapitre relatif à la décentralisation et qui est appelé d'ailleurs, de manière assez symptomatique, pouvoir local. Alors on peut se poser la question, pourquoi cet article, qui aurait très bien pu ouvrir le chapitre relatif à la décentralisation, être le premier article dans ce chapitre, puisqu'il parle d'une façon très générale. Il installe le principe avec un grand exactement, P, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'il a été séparé du chapitre relatif à la décentralisation? C'est très intéressant. Et alors, ce n'est pas fortuit qu'il ait été placé dans le chapitre qui concerne les principes généraux. C'est pour dire que la décentralisation est un principe d'organisation de l'État. Et donc, il figure parmi les principes généraux qui concernent l'État tunisien. Et autre chose aussi, on peut trouver une autre explication à ce choix du pouvoir constituant, c'est que dans la mesure, encore une fois, où le chapitre 1er concerne les principes généraux de l'État, cela veut dire que l'administration décentralisée doit obéir aux mêmes principes qui régissent l'État en général et l'administration centrale d'une façon particulière. Donc même si on est dans une démarche de décentralisation, alors décentralisation, vous m'avez posé la question pour me dire qu'est-ce que ça veut dire tout à l'heure, c'est très simple, c'est-à-dire le mot lui-même exprime la démarche, c'est organiser le pouvoir étatique et plus précisément le pouvoir administratif, de telle manière à ce que les décisions ne soient pas prises par le pouvoir central situé dans la capitale, c'est-à-dire par le gouvernement, mais soient prises par des entités qui sont proches du citoyen et qui sont choisis directement par le citoyen. On peut les nommer? Tout à fait. Alors, pour revenir encore une fois à la Constitution, nous avons ce qu'il y a de nouveau dans la Constitution de 2014 par rapport à celle de 1959 dans son approche de la décentralisation. Elle a envisagé la décentralisation de manière beaucoup plus complexe que la manière dont elle l'abordait dans la Constitution de 59. Par rapport au statu quo ante, n'est-ce pas? Absolument. C'est une organisation dans une espèce de millefeuille. C'est comme un millefeuille, des structures territoriales, tout à fait, des structures territoriales superposées avec 3 niveaux de décentralisation. Si on part de bas en haut, de la base donc vers le sommet, nous avons d'abord les communes ou les municipalités, ensuite nous avons les régions, ensuite nous avons les districts. Chacune des 2 dernières structures décentralisées englobe celle qui est en dessous, c'est-à-dire la région englobe un ensemble de municipalités et le district englobe lui-même un ensemble de régions et donc de municipalités. Permettez-moi, Salsebil Klibi, d'ajouter une petite question de détail.
Tout en expliquant la décentralisation, est-ce qu'on peut savoir quelle est la différence entre elle et une autre notion qui est la déconcentration? Oui. En arabe, on parle de al-markaziya et al-mahwariya. Merci pour la question parce qu'elle est effectivement très importante et il y a souvent une confusion au sujet de ces deux concepts. Assez souvent Oui. chez les étudiants de droit, Oui, vous oui. savez. Alors, d'abord chez madame et monsieur tout le monde, mais aussi même chez les étudiants, en effet. La décentralisation, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un mode d'organisation qui donne, d'ailleurs, la dénomination du chapitre, n'est-ce pas, relatif à cette organisation territoriale est très significatif à son tour, puisqu'on parle de pouvoir local. C'est-à-dire, c'est un mode d'organisation qui donne le pouvoir de décision à des populations situées sur un territoire donné. Et il faut faire très très attention, je l'ai dit tout à l'heure, la décentralisation concerne un mode d'organisation du pouvoir administratif et non pas du pouvoir politique. Peut-être on y reviendra tout à l'heure. L'État, même décentralisé, reste un. On insiste toujours dans le cadre de l'unité de l'État. La décentralisation est garantie et renforcée dans le cadre de l'unité de l'État. Nous sommes à l'échelle politique au niveau d'une unité politique. Donc au niveau du pouvoir législatif, du pouvoir politique, il y a un pouvoir unique qui se situe dans la capitale, qui se situe au centre. Au niveau de la gestion administrative des services publics, ils peuvent être pourvus à partir de la localité, qu'il s'agisse de la commune, de la région ou du district, par décision d'entités qui sont élues directement en dehors des districts. Je parle des municipalités et des régions. Tout à fait. Les conseils, donc les organes du pouvoir local sont des organes représentatifs, sont des organes directement élus, je répète, en dehors des districts par les populations concernées. C'est aussi, ce mode d'organisation ne se justifie pas uniquement par un souci d'efficacité du service rendu, au lieu de revenir tout le temps vers le centre pour décider de quel service il faut pourvoir et de quelle manière il faut le pourvoir. Ce sont les populations via leurs représentants qui en décident. Donc il y a un souci d'efficacité effectivement dans l'organisation décentralisée, mais il y a aussi un autre souci, celui de la démocratie locale. Lorsqu'on permet aux populations concernées d'élire directement des organes qui sont appelés à gérer les services de proximité, ce qu'on appelle les services de proximité, ça leur permet effectivement de sentir ce rapport direct, ce rapport proche avec les personnes qui gèrent leurs affaires. Il nous reste à peu près 2 minutes, Salsabil Qlibi. Est-ce qu'on peut citer un ou deux exemples de décentralisation qui pourraient nous faire comprendre la différence ou la nuance entre décentralisation et déconcentration? Oui, alors pour en revenir à la déconcentration, alors l'exemple le plus courant d'ailleurs que tout le monde cite, c'est celui qui distingue le conseil municipal du délégué, ou alors le conseil municipal du gouverneur. On sait que le délégué et le gouverneur, l'oueli ou le mu'tamad, ce sont des autorités déconcentrées. Qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont déconcentrées. D'abord, elles ne sont pas élues. Ça, c'est un critère fondamental de distinction. Les autorités décentralisées sont des autorités élues directement par les populations concernées. Les autorités déconcentrées sont des autorités nommées par le pouvoir central parce qu'elles représentent le pouvoir central dans la totalité du territoire national, parce que dans le cadre d'un État unitaire, le pouvoir central a besoin d'être présent sur tout le territoire pour s'assurer de l'exécution des décisions qu'il prend, pour avoir un feedback de ces décisions et peut-être les recycler au centre et produire d'autres décisions plus adéquates, mais donc le pouvoir central a besoin d'être présent. C'est pour ça, même si... C'est peut-être une manière aussi de garantir cette idée de unité de l'État que vous avez évoquée tout à l'heure. Tout à fait. La présence du pouvoir central sur l'intégralité du territoire, c'est elle qui garantit l'unité de l'État, c'est elle qui garantit l'application de la loi, le respect de la loi sur l'intégralité du territoire. Pour finir, Salsabil Qlibi, en 30 secondes, pourquoi choisir ce modèle de gouvernance? À quoi sert la décentralisation et quels sont ses avantages? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a deux avantages principaux. D'abord, comme je disais, la décentralisation procède d'un souci d'efficacité, n'est-ce pas? On ne peut pas garder toutes les décisions sur toutes les questions, dans tous leurs détails, alors pas seulement des détails, mais aussi il y a des divergences entre les besoins d'une commune à l'autre, d'une région à l'autre, les particularités, qu'elles soient démographiques ou économiques ou naturelles, ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes, les potentiels, qu'il s'agisse d'un potentiel fiscal, donc de richesse, ou d'un potentiel, ne sont pas les mêmes, donc il est difficile de prendre une décision une et uniforme sur l'intégralité du territoire, sur toutes les questions. Donc c'est là qu'intervient la décentralisation, parce qu'elle permet une adaptation des décisions et des politiques publiques que l'on peut prendre. Le deuxième souci, comme je le disais tout à l'heure, c'est la question de la démocratie locale. Dans un système démocratique, il est très important de permettre
aux populations de décider elles-mêmes, même si elles sont représentées, alors il ne faut pas oublier ça, elles sont représentées par le Parlement au niveau central, mais sur des questions de proximité, il est très intéressant de leur donner la possibilité de choisir des décisions, encore une fois sur le plan administratif, la décentralisation concerne l'organisation administrative de l'État, de choisir donc les services et la manière de gérer ces services qui les concernent. Parfait. Je remercie vivement Madame Selsebil Rklibi, enseignante de droit constitutionnel, qu'on va retrouver la semaine prochaine parce que nous allons revenir à ces 3 articles 14, 15 et 16 de la Constitution la semaine prochaine. Au revoir et bonne écoute des autres émissions de RTCI. Ad Litteram par ML Shehed.